Chapitre 11. La mort de Jerry Bledsoe. Avait 6 ans, quand tout avait vraiment commencé, papa, quand les machines qui plus tard le conduisirent à Otley et au-delà commencèrent à disparaître petit à petit. Il y avait eu un air de saxophone. 6 ans. Jackie avait 6 ans. Son attention avait tout d'abord été entièrement captée par le jouet que lui avait offert son père, un modèle réduit de taxi londonien, une petite voiture lourde comme une brique qu'une bonne poussée envoyait directement rouler sur les parquets cirés jusqu'à l'autre bout de la pièce. C'était en fin d'après-midi, petit écolier à la fin de ses vacances d'été qui faisait rouler sa voiture toute neuve, lourde comme un tank, sur une latte de bois brut derrière le divan, sensation de bien-être dans le bureau à air conditionné. Plus rien à faire, pas de coup de téléphone qui ne puisse attendre jusqu'au lendemain matin. Jack pousse le lourd taxi sur la latte de bois, entendant à peine le roulement des pneus à cause du solo de saxophone. La petite voiture noire heurte un pied du divan, se renverse et s'arrête. Jack rampe le long du divan pour aller le chercher. Son père a les pieds sur le bureau, et l'oncle Morgan est installé sur l'un des fauteuils qui fait face au divan. Chacun sirote son verre. Bientôt, ils le poseront sur la table, éteindront la platine et l'ampli, et descendront jusqu'à leur voiture. Quand nous avions tous 6 ans, et que personne n'était rien d'autre, et que c'était en Californie. « Qui est au saxo ?» entend-il Morgan demander, et comme dans un rêve, il perçoit cette voix familière différemment. Une intonation feutrée, dissimulée dans la voix de Morgan, pénètre dans l'oreille de Jack. Il touche le toit du taxi et ses doigts s'engourdissent, comme s'il touchait de la glace et pas de l'acier anglais. « C'est Dexter Gordon !» répond son père. Sa voix est amicale et paresseuse, comme toujours, et Jack referme sa main sur le jouet. « C'est un excellent enregistrement. »« Daddy Plays the Horn. » Un vieux disque très chouette, hein ? Je vais essayer de le trouver. Et Jack comprend tout à coup d'où vient la bizarrerie qu'il perçoit dans le ton de l'oncle Morgan. L'oncle Morgan n'aime pas du tout le jazz. Il fait juste semblant devant le père de Jack, qui trouve un peu bête que son papa ne s'en soit pas aperçu depuis le temps. Lui, il a toujours su. L'oncle Morgan n'essaiera jamais de trouver Daddy Plays the Horn. Il dit ça pour flatter Phil Sawyer, et si Phil Sawyer ne s'en rend pas compte, c'est que, comme tous les autres, il ne prête pas assez attention à Morgan Sloat. L'oncle Morgan, intelligent et ambitieux, « futé comme un renard et sournois comme un avocat », dit toujours Lily. Le brave oncle Morgan ne retient jamais l'attention. L'œil glisse sur lui presque sans le voir. Jack est prêt à parier que ses professeurs avaient du mal à retenir son nom quand il était jeune. « Tu imagines ce que ce gars serait là-bas ?» dit l'oncle Morgan, accrochant pour une fois l'attention du petit Jack. Toujours cette même hypocrisie dans la voix, mais ce n'est pas ça qui agite l'esprit de Jack et le fait serrer très fort son lourd jouet. C'est le mot « là-bas » qui frappe directement son cerveau et qui maintenant résonne comme un carillon. Parce que là-bas, c'est précisément le pays des chimères de Jack. Il le comprend immédiatement. Son père et l'oncle Morgan ont oublié qu'il est derrière le canapé et vont parler du pays des chimères. Son père connaît donc le pays des chimères ? Alors que Jack n'en aurait jamais parlé, ni à son père ni à sa mère. Si son père le connaît, c'est qu'il le doit, c'est aussi simple que ça. Et ce qu'il entend maintenant, Jack le ressent émotionnellement plus qu'il ne l'entend, c'est que son père fait tout pour sauver le pays des chimères. Pour quelques raisons difficiles à exprimer, la conjonction Morgan Sloat, pays des chimères, met le petit garçon mal à l'aise. « Dis donc !» fait l'oncle Morgan, « ce Dexter Gordon leur plairait drôlement, tu ne crois pas ? Il le nommerait sûrement duc des terres dévastées ou quelque chose comme ça. »« Sûrement pas, » dit Phil Sawyer. « Pas s'il l'aime autant que nous. »« Mais l'oncle Morgan ne l'aime pas, papa, » se dit Jack, réalisant soudain que c'est très important. « Il ne l'aime pas du tout, vraiment pas. Il trouve cette musique bruyante, dérangeante. Il pense que ça lui enlève quelque chose. »« Oh, tu les connais mieux que moi !» dit l'oncle Morgan, sur un ton apparemment décontracté. « C'est parce que j'y suis allé plus souvent que toi, mais tu fais ce qu'il faut pour me rattraper. » Jack comprend, à la façon dont il dit ça, que son père sourit. « Oh, j'ai appris quelque chose, Phil.
Mais vraiment, tu sais, je ne te serai jamais assez reconnaissant de m'avoir fait connaître tout ça. » Les 4 syllabes de reconnaissant sont chargées de fumée et de bruit de verre brisé. Mais tous ces petits avertissements ne font qu'altérer superficiellement le plaisir intense, presque béat de Jack. Il les entend parler du pays des chimères. Que ce pays puisse exister est tout simplement magique. Il ne comprend pas tout ce qu'ils disent. Les termes et le vocabulaire qu'ils emploient sont trop compliqués pour lui. Mais le petit Jack de 6 ans est tout de même assez âgé pour comprendre le sens général de leur conversation de grandes personnes. Et il en éprouve du bonheur et de l'émerveillement. Le pays des chimères existe, et Jack le partage en quelque sorte avec son père, ce qui explique en grande partie sa joie. « J'aimerais tout de même avoir quelques précisions, » dit l'oncle Morgan. Et Jack visualise aussitôt le mot « précision », des lignes qui s'enchevêtrent comme des serpents. Chez eux, la magie remplace la physique, n'est-ce pas? Une monarchie agraire qui utilise la magie à la place de la science. C'est ça, dit Phil. Et il y a tout lieu de croire que ça dure depuis des siècles. Leur vie est restée pratiquement la même. C'est vrai, à l'exception des soulèvements politiques. Mais la voix de Morgan se tend, et l'excitation qu'il tente de dissimuler claque, comme des petits fouets à chaque consonne. Bon, oublions les histoires de politique. Suppose que nous pensions un peu à nous pour changer. Tu vas me dire, et je suis d'accord avec toi Phil, qu'on a déjà bien réussi en dehors des territoires, et qu'on doit faire attention à la façon dont nous introduisons des changements là-bas. Je ne suis pas contre. J'éprouve la même chose que toi. Jack entend le silence de son père. Bon, poursuit Sloth, puisque nous sommes dans une situation fondamentalement avantageuse, pourquoi ne pas en faire profiter tous ceux qui sont de notre côté? Sans renoncer aux bénéfices, soyons tout de même généreux envers eux. Nous sommes leurs débiteurs, Phil. Regarde ce qu'ils ont fait pour nous. Je crois que nous pouvons créer là-bas une situation réellement synergique. Notre énergie peut alimenter la leur, et il peut en sortir quelque chose que nous n'avons même jamais pu imaginer, Phil. Et finalement, nous aurons l'air généreux, ce que nous sommes vraiment, sans pour autant nous nuire à nous-mêmes. Il doit se pencher en fronçant les sourcils et en joignant les mains. Bien sûr, je n'ai pas une vision globale de la situation, tu le sais. Mais à vrai dire, je crois que l'idée même de synergie est valable en soi, Phil. Est-ce que tu te rends compte de tout le fric qu'on pourrait se faire si on leur apportait de l'électricité, si on filait des armes modernes aux hommes ad hoc là-bas? Tu imagines un peu? Ce serait terriblement impressionnant. Terriblement. Le bruit mou et humide de ses mains qui claquent l'une contre l'autre. Je ne veux pas te prendre au dépourvu, mais j'ai pensé qu'il serait temps pour nous de réfléchir dans ce sens, de songer à nous impliquer davantage dans les territoires. Phil Sawyer ne dit toujours rien. L'oncle Morgan frappe à nouveau dans ses mains. Finalement, Phil Sawyer avance d'une voix prudente. « Tu songes à nous impliquer davantage dans les territoires ?» Je crois, en effet, que c'est la direction à prendre. Et je peux te donner toutes mes raisons, Phil, mais ça ne devrait pas être nécessaire. Tu te souviens aussi bien que moi, j'en suis sûr, de la situation dans laquelle nous étions avant d'aller là-bas ensemble. On aurait peut-être pu réussir aussi bien tout seul. Peut-être. Mais je dois avouer, en ce qui me concerne, que je suis très heureux de ne plus être l'impresario de 2 ou 3 stripteaseuses minables et de Little Timmy Tiptoe. Attends un peu, dit le père de Jack. Des avions, continue l'oncle Morgan. Est-ce que tu imagines des avions? Attends, Morgan. J'ai un tas d'idées qui, à l'évidence, ne t'ont pas encore effleuré. Je suis toujours prêt à entendre des idées nouvelles, dit Morgan, d'une voix redevenue feutrée. Très bien, mon cher associé. Je crois que nous devons être très attentifs à ce que nous faisons là-bas. Je crois que n'importe quel changement important, véritable, que nous leur apportons, peut se retourner contre nous et avoir, ici, des répercussions terribles. Quel genre de répercussions? Demande Morgan. La guerre, par exemple. C'est idiot, Phil. On n'a jamais rien vu de... À moins que tu ne penses à Bledsoe. En effet, c'est à lui que je pense. Était-ce une coïncidence? Bledsoe, se dit Jack. Il a déjà entendu ce nom, mais c'est vague dans sa mémoire. Écoute, tu exagères. C'est loin d'être une guerre, d'ailleurs, je ne vois pas le lien. Vraiment? Tu te souviens de ce qu'on nous a raconté sur cet étranger
qui avait assassiné le vieux roi des territoires il y a très longtemps. As-tu entendu parler de ça ? Oui, il me semble bien, dit l'oncle Morgan, et Jack perçoit à nouveau la fausseté de sa voix. La chaise de son père grince, il ôte les pieds de son bureau et se penche en avant. Cet assassinat déclencha une guerre mineure sur les territoires. Les partisans du vieux roi durent réprimer une révolte fomentée par une poignée de nobles mécontents. Ils avaient espéré prendre le pouvoir et diriger le pays à leur guise, saisir les terres, confisquer les propriétés, jeter leurs ennemis en prison et s'enrichir. « sois juste !» interrompit Morgan. « Moi aussi j'ai entendu parler de cette histoire. Ils voulaient aussi apporter de l'ordre dans ce système idiotement inefficace. La fin justifie parfois les moyens. Je comprends ça très bien. » Ce n'est pas à nous de juger leur politique, tu as raison. Mais voilà où je veux en venir. Cette mini-guerre qui eut lieu là-bas durant environ 3 semaines. Quand elle fut terminée, on compta une centaine de morts, peut-être moins. Est-ce que tu sais quand cette guerre a commencé ? En quelle année ? Quel jour ? Non, grommela l'oncle Morgan d'une voix boudeuse. C'était le 1er septembre 1939. Dans notre monde, c'est le jour où l'Allemagne a envahi la Pologne. Son père s'arrête de parler, et Jack, serrant son petit taxi noir, se met à bâiller silencieusement, mais copieusement. « C'est complètement dingue !» sort enfin Morgan. « Leur guerre aurait déclenché la nôtre. Tu crois vraiment ça ?» Oui, je le crois, dit le père de Jack. Je crois que ce qui n'était là-bas qu'une échauffourée de 3 semaines a en quelque sorte déclenché chez nous une guerre qui a duré 6 ans et tué des millions de gens. Oui, Morgan. Eh bien, fait l'oncle Morgan, et Jack se rend compte qu'il commence à souffler comme un phoque. Et il y a autre chose encore. J'ai parlé de ça à un tas de gens des territoires, et j'ai le sentiment que l'étranger qui a assassiné le roi était un véritable étranger. Si tu vois ce que je veux dire. Ceux qui l'ont rencontré avaient l'impression qu'il n'était pas très à l'aise dans les vêtements des territoires. Il agissait comme quelqu'un qui n'est pas au courant des coutumes locales, et il avait du mal avec la monnaie du pays. Ah ! Oui. S'il ne l'avait pas mis en pièces, après qu'il eut poignardé le roi, nous pourrions en être sûrs. Mais de toute façon, je suis certain qu'il était comme nous. Oui, comme nous. Un visiteur, Morgan. Je crois que nous devons éviter d'intervenir là-bas, parce que nous ne savons absolument pas quel effet ça peut avoir. À dire vrai, je crois que nous sommes en permanence affectés par des événements qui se déroulent sur les territoires. Et devrais-je t'avouer encore une chose que tu vas probablement qualifier de dingue ? Pourquoi pas ? Répond l'hôte. Les territoires ne sont pas le seul monde parallèle. Tu dis n'importe quoi. Je t'assure, c'est l'impression que j'ai eue à 1 ou 2 reprises quand j'étais là-bas, que je côtoyais un autre univers, les territoires des territoires. Oui, se dit Jack, évidemment c'est obligé, le pays des chimères du pays des chimères, un endroit encore plus beau. Et au-delà, il y a le pays du pays du pays des chimères, et plus encore, un autre lieu encore plus beau. Jack se rend compte pour la première fois qu'il a terriblement sommeil. Le pays des chimères du pays des chimères. Et le voilà qui s'endort, le petit taxi noir contre son ventre, son corps ancré au plancher, à la fois lourd de sommeil et merveilleusement léger. La conversation continue probablement. Jack doit en manquer une grande partie. Il se redresse et retombe, à la fois lourd et léger, pendant toute la 2e phase du disque Daddy Plays the Horn, durant laquelle Morgan Sloat doit argumenter d'abord en douceur, mais en serrant drôlement les poings et en fronçant les sourcils pour défendre son projet, puis finir par s'autoriser à paraître convaincu, et finalement persuadé par les doutes de son associé. À la fin de cette conversation qui revient à la mémoire de Jack Sawyer de 12 ans, tandis qu'il flotte dans la dangereuse zone située entre Otley, New York et un village inconnu des territoires, Morgan Sloat s'est autorisé à paraître non seulement persuadé, mais reconnaissant envers Phil de la leçon que celui-ci vient de lui donner. Quand Jack se réveille, la première chose qu'il entend, c'est son père qui demande « Dis donc, Jack a disparu, ma parole ?» Et la deuxième chose, c'est l'oncle Morgan qui répond « Merde, t'as raison, Phil, t'as une façon de voir le fond des choses que je trouve formidable. » « Bon sang, mais où est Jack ?» dit son père, et Jack s'agite derrière le divan et se réveille pour de bon. Le taxi noir tombe sur le sol. « Ah, on espionne les grandes personnes, peut-être. » « Tu es derrière le divan, mon fils ?
demande Phil. Bruit de chaises que l'on repousse et de personnes qui se lèvent. Jack dit « Coucou » et récupère son taxi noir. Il a les jambes raides, il va avoir des fourmis s'il se lève. Son père rit, des pas s'approchent. Le visage rouge et bouffi de l'oncle Morgan apparaît au-dessus du canapé. Jack étend les jambes en bâillant. Le visage de son père apparaît à côté de celui de Sloth. Il sourit. Pendant un moment, les deux têtes des adultes semblent flotter au-dessus du canapé. « Allez, marmotte, on rentre à la maison » dit son père. Quand le garçon regarde le visage de l'oncle Morgan, il voit le calcul se glisser sous sa peau et ramper sous les joues rebondies comme un serpent sous un rocher. Il est redevenu le papa de Richard, le gentil oncle Morgan, qui fait toujours des cadeaux spectaculaires à Noël et aux anniversaires. Le gentil oncle Morgan toujours moite de sueur, qui passe si facilement inaperçu. Mais à quoi ressemblait-il avant ça ? À un tremblement de terre, à un homme qui rampe au-dessus de la ligne de faille qu'il a derrière les yeux, à une mécanique qui a été remontée et qui est prête à exploser. « Que dirais-tu d'une bonne glace avant de rentrer à la maison ?» demande l'oncle Morgan. « Ça te dit ?» « Oui, » dit Jack. « D'accord, on va s'arrêter à la cafétéria qui est dans le hall, » dit son père. « Miam, 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 » fait l'oncle Morgan. « Maintenant, on parle vraiment de synergie, » ajouta-t-il en souriant à Jack. C'était arrivé quand il avait 6 ans, et cela arriva à nouveau au milieu de sa chute vertigineuse à travers les limbes, en même temps que le goût répugnant de l'élixir pourpre de Speedy lui remontait dans la bouche et dans les sinus. Ressurgit le souvenir de cet après-midi paresseux qui s'était déroulé 6 ans plus tôt. Il revit la scène comme si le breuvage magique lui avait rendu la mémoire de tous ces événements qui défilèrent à toute vitesse, au moment même où il se disait que cette fois, ce jus dégueulasse allait à coup sûr le faire vomir. Les yeux de l'oncle Morgan étaient fumeux, et à l'intérieur de Jack, une question fumeuse, elle aussi, bien qu'exigeante, interrogeait et interrogeait sans cesse. Qui agissait ? Quel changement ? Quel changement ? Qui est responsable de ces changements, papa ? Qui a tué Jerry Bledsoe ? L'élixir magique se fraya un chemin de force dans la bouche du garçon. Des fils piquants et nauséabonds s'infiltrant dans son nez, et juste au moment où Jack sentait la terre meuble céder sous ses mains, il eut un haut-le-cœur et vomit. Qu'est-ce qui a tué Jerry Bledsoe ? Un liquide pourpre et fétide jaillit de la bouche de Jack, qui manqua s'étouffer, et il recula instinctivement, les pieds et les jambes pris dans les herbes hautes et raides. Il se mit à 4 pattes et attendit, patient comme un mulet, bouche ouverte, un deuxième spasme. Son estomac se contracta, et il n'eut pas le temps de gémir qu'un jet de liquide répugnant remonta dans sa gorge, en lui brûlant l'œsophage et gicla au dehors. Des fils roses et visqueux pendaient de ses lèvres, et il les essuya d'un geste lent. Il frotta ses mains sur son pantalon. Jerry Bledsoe. Oui, Jerry, qui avait toujours son nom marqué sur sa chemise, comme les pompistes. Jerry qui était mort quand... Le garçon secoua la tête et se passa à nouveau les mains sur la bouche. Il cracha dans un nid d'herbe dentelée qui sortait comme une cocarde gigantesque de la terre brune. Une espèce d'instinct animal qu'il ne comprit pas lui fit recouvrir la flaque de vomi rosâtre. Un autre réflexe lui fit frotter ses paumes contre son pantalon. Il leva enfin les yeux. Il était agenouillé dans la lumière crépusculaire au bord d'un chemin poussiéreux. L'horrible et monstrueux Elroy ne l'avait pas suivi. Et il se rendit compte immédiatement. Des chiens enfermés dans une espèce de grande cage en bois aboyaient et grognaient dans sa direction, poussant leur museau à travers les fentes de leur prison. Au-delà de ce chenil s'élevait une bâtisse en bois de forme incertaine, et de là aussi montaient dans le ciel immense des grognements de chiens. Des grognements et autres bruits qui ressemblaient sans aucun doute à ceux que Jack avait entendus à travers le mur de la taverne d'Otley. Des vociférations d'ivrognes qui braillaient et se querellaient. Un bar. Ici, il devait appeler ça auberge ou estaminet, se dit Jack. À présent qu'il n'était plus écœuré par l'élixir de Speedy, il sentait des odeurs pénétrantes de levure, de malt et de houblon. Il ne pouvait laisser les hommes de l'auberge le découvrir. Pendant un instant, il s'imagina en train de courir loin de tous ces chiens qui aboyaient et grognaient à travers les fentes de leur cage, et il se releva. Il eut l'impression que le ciel culbutait et s'obscurcissait au-dessus de sa tête. Et chez lui, dans son univers, que se passait-il ? Un gentil petit désastre à Otley ? Une gentille petite inondation peut-être ?
Ou un mignon petit incendie? Jack longea furtivement l'auberge et se mit à marcher en crabe dans les hautes herbes. Environ 50 mètres plus loin, il aperçut des grosses chandelles qui brûlaient aux fenêtres d'une maison. De quelque part à sa gauche, lui parvenaient des odeurs de porcherie. Quand il eut franchi la moitié de la distance qui séparait la maison de l'auberge, les chiens cessèrent d'aboyer et il reprit la direction de la route de l'ouest. La nuit était sombre et sans lune. Jerry Bledsoe. Il y avait d'autres maisons, que Jack ne vit que lorsqu'il eut presque le nez dessus. Mis à part les buveurs tapageurs qu'il laissait derrière lui à l'auberge, les paysans des territoires se couchaient avec le soleil. Pas de bougies allumées aux petites fenêtres carrées. Les maisons étaient elles aussi carrées et sombres, situées de part et d'autre de la route de l'Ouest, curieusement éloignées les unes des autres, comme dans un jeu visuel de magazine pour enfants. Quelque chose clochait, mais Jack ne trouvait pas ce que c'était. Rien n'était à l'envers, rien ne brûlait, rien n'était placé à un endroit extravagant. La plupart de ces maisons avaient des toits épais aux lignes floues qui ressemblaient à des meules de foin taillées en brosse. Et Jack se dit que c'était probablement du chaume. Il en avait déjà entendu parler mais n'en avait encore jamais vu. Morgan, se dit-il soudain avec un frisson de panique. Morgan Doris. Et il vit les deux hommes, celui qui avait les cheveux longs et une chaussure compensée, et l'associé de son père, toujours suant et se défonçant au boulot, ne faire plus qu'un pendant un instant. Morgan Sloat, avec une chevelure de pirate et boitant. Mais ce n'était pas Morgan, le Morgan de ce monde, qui était incongru dans ce paysage. Jack passa devant une maison basse d'un étage, qui ressemblait à un gigantesque terrier de lapin, bizarrement soutenu par de grosses poutres en X. Cette demeure était elle aussi recouverte d'un toit de chaume. S'il s'était trouvé à la sortie d'Otley, et qu'il était passé, ou peut-être plus près de la vérité, qu'il était passé comme une flèche devant cette maison, qu'aurait-il aperçu à la fenêtre de ce terrier pour lapin géant? Il le savait. L'écran fluorescent et mouvant d'un poste de télévision. Mais comme sur les territoires la télévision n'existait pas, ce n'était certes pas l'absence d'écran coloré et lumineux qui le surprenait. C'était autre chose, quelque chose d'inhérent à n'importe quel groupe d'habitation, et dont l'absence faisait comme un trou. Et on remarque un trou avant même d'identifier ce qui manque. La télévision, des postes de télévision. Jack poursuivit son chemin et se trouva devant la porte d'entrée, à quelques centimètres seulement en retrait de la route, d'une autre demeure, tout aussi minuscule, une maison de nains. Celle-ci n'était pas recouverte de chaume ni de gazon. Jack sourit en lui-même. Ce minuscule village lui rappelait Hobbiton. Un hobbit poseur de câbles allait-il soudain s'arrêter devant la porte pour dire à la dame de la cabane, de la niche, bref, pour dire « Madame, nous installons un câble dans votre région, moyennant la modique redevance mensuelle de... Nous faisons ça immédiatement. Vous allez pouvoir capter 15 nouvelles chaînes, vous pourrez recevoir Midnight Blue, et toutes les chaînes sportives et météorologiques, ainsi que... » Et il comprit brusquement ce qui manquait au paysage. Il n'y avait pas de poteaux devant les maisons, pas de fils, pas d'antennes de télévision qui encombraient le ciel, pas d'immenses pylônes en bois le long de la route de l'Ouest. Parce que dans les territoires, il n'y avait pas d'électricité. C'est la raison pour laquelle il ne s'était pas autorisé à identifier l'élément absent. Or, Jerry Bledsoe était entre autres l'électricien et le factorum de la société Sawyer & Sloat. Quand son père et Morgan Sloat avaient prononcé le nom de Bledsoe, il lui avait semblé l'entendre pour la première fois. Mais maintenant qu'il s'en souvenait, il avait déjà dû l'entendre une ou deux fois, car pour tout le monde, Jerry Bledsoe était avant tout Jerry, le nom inscrit sur la poche de sa salopette. « Jerry ne pourrait-il pas faire quelque chose pour l'air conditionné ? Demande s'il te plaît à Jerry d'huiler les gonds de cette porte qui grince, ça me rend dingue. » Et Jerry apparaissait, dans ses vêtements de travail impeccables et bien repassés, ses cheveux roux qui commençaient à se raréfier, coiffés à plat, ses lunettes rondes qui lui donnaient un air sérieux et réparaient tranquillement ce qui n'allait pas. Il y avait une Madame Jerry qui veillait à ce que les plis de ses pantalons marrons fussent impeccables, et plusieurs Jerry que la société Sawyer & Sloat n'oubliait jamais à Noël. Jack était petit à l'époque, et il associait le nom de Jerry à l'éternel adversaire de Tom, le chat. Il imaginait que Madame Jerry et les petits Jerry vivaient dans un trou de souris gigantesque, auquel on accédait par une porte taillée en demi-lune, dans le bois d'une plinthe. Mais qui avait tué Jerry Bledsoe ? Son père et Morgan Sloat,
toujours si gentil avec les enfants de Bledsoe au moment de Noël. Jack avançait dans les ténèbres de la route de l'Ouest, regrettant de s'être rappelé le factorum de Sawyer and Sloat, regrettant de ne pas s'être immédiatement endormi derrière le canapé. Le sommeil, c'est ce qu'il désirait plus que tout maintenant. Bien plus que le souvenir troublant de cette conversation qui avait eu lieu 6 ans plus tôt et qui le taraudait sans cesse. Jack se promit de trouver un endroit où dormir dès qu'il aurait fait au moins 3 kilomètres après la dernière maison du village. Un champ ferait l'affaire, et même un fossé. Ses jambes refusaient d'avancer, tous ses muscles, même ses os semblaient peser le double de leur poids. C'était arrivé peu après le jour où Jack, qui suivait toujours comme un toutou son père partout où il allait, avait vu celui-ci disparaître pratiquement sous ses yeux. Par la suite, Phil Sawyer s'était arrangé pour disparaître de sa chambre, de la salle à manger, de la salle de conférence de Sawyer and Sloat, mais ce jour-là il exécuta son tour de passe-passe, déroutant s'il en fut, dans le garage jouxtant leur maison de Rodeo Drive. Jack, assis sur un petit monticule, qui était ce qui pouvait le plus s'apparenter à une colline dans ce coin de Beverly Hills, vit, sans être vu, son père sortir de la maison, traverser la pelouse en cherchant dans ses poches des clés ou de la monnaie, et pénétrer dans le garage par la porte de côté. La grande porte blanche du garage, qui aurait dû s'ouvrir quelques secondes plus tard, resta obstinément fermée. Jack remarqua que la voiture de son père était restée garée à la même place depuis le samedi matin, contre le trottoir, juste en face de chez eux. Quant à celle de Lily, elle n'était plus là. Sa mère, après avoir planté une cigarette entre ses lèvres, avait déclaré qu'elle se rendait à une projection de La piste dans la poussière, le dernier film du réalisateur des Bien-aimés de la mort, et personne, Dieu merci, ne s'était avisé de l'en empêcher. Le garage était donc vide. Jack attendit quelques minutes, mais ni la porte d'entrée, ni la porte de côté ne s'ouvrirent. Il se laissa alors glisser en bas du monticule herbeux, se dirigea vers le garage et y entra. Le vaste espace familier était complètement vide. Des taches d'huile constellaient le sol de ciment gris. Des outils étaient suspendus à des crochets métalliques encastrés dans les murs. Jack poussa un cri de surprise et appela « Papa ?» en regardant une nouvelle fois autour de lui pour être sûr. Il aperçut un grillon qui s'était réfugié dans l'ombre protectrice d'un mur et crut presque que c'était de la magie et qu'un méchant sorcier s'était manifesté et... Le grillon qui avait atteint le mur se glissa dans une fente invisible. Non, son père ne s'était certainement pas métamorphosé en grillon, bien sûr que non. « Hé !» dit le garçonnet en s'adressant apparemment à lui-même. Il marcha à reculons jusqu'à la porte de côté et sortit du garage. Le soleil tombait sur les pelouses moelleuses et luxuriantes de Rodeo Drive. Il pouvait appeler quelqu'un, mais qui ? La police ? Mon papa est entré dans le garage et je ne l'ai pas trouvé à l'intérieur. Et maintenant, j'ai peur. 2 heures plus tard, Phil Sawyer réapparut au coin de Beverly Wilshire et remonta la rue jusqu'à chez lui. Il portait sa veste sur l'épaule et sa cravate était desserrée, donnant à Jack l'impression d'un homme qui revenait d'un voyage au bout du monde. Jack descendit du poste d'observation où il attendait avec anxiété et se précipita sur son père. « On peut dire que tu en fais des kilomètres, Jack Lavadrouille, » lui dit Phil Sawyer en souriant. « Je croyais que c'était l'heure de la sieste, mon garçon. » En remontant l'allée, ils entendirent la sonnerie du téléphone, et un instinct, peut-être celui de garder son père près de lui, fit souhaiter à Jack que le téléphone eût déjà sonné une dizaine de fois, et que celui qui appelait eût raccroché quand ils arriveraient à la porte d'entrée. Son père lui ébouriffa les cheveux, mit sa grande main chaude sur sa nuque, puis ouvrit la porte. Il atteignit l'appareil en 5 grandes enjambées. « Oui, Morgan !» entendit Jack. « Oh, des mauvaises nouvelles. Oui, vas-y, dis-moi. » Au bout d'un long silence, pendant lequel Jack put entendre la voix grêle et nasillarde de Morgan se glisser dans les fils du téléphone, son père dit « Oh Jerry, mon Dieu, pauvre Jerry, j'arrive tout de suite. » Puis il le regarda dans les yeux sans sourire, sans clin d'œil, sans rien faire que le regarder fixement. « J'arrive, Morgan, je prends Jack avec moi, il attendra dans la voiture. » Jack sentit ses muscles se relâcher et fut tellement soulagé qu'il ne demanda même pas pourquoi il devait attendre dans la voiture, ce qu'il n'aurait manqué de faire habituellement. Phil remonta Rodeo Drive jusqu'à l'hôtel Beverly Hills, tourna à gauche pour s'engager dans Sunset Boulevard et prit la direction de l'immeuble où se trouvait son bureau. Il ne disait rien.
Il roulait à toute vitesse et fit prendre à sa voiture un brusque virage pour venir se garer sur le parking, devant l'immeuble. Il y avait déjà là 2 voitures de police, un camion de pompiers, la petite Mercedes blanche décapotable de Morgan et la vieille Plymouth rouillée à 2 portes qui appartenait à Jerry. Juste à l'intérieur de la porte d'entrée, l'oncle Morgan discutait avec un policier qui hochait lentement la tête, à l'évidence en signe de sympathie. Le bras droit de Morgan entourait les épaules d'une jeune femme mince, vêtue d'une robe trop large pour elle, qui avait posé sa tête contre sa poitrine. Jack devina, en apercevant son visage à demi caché par le mouchoir blanc qu'elle pressait sur ses yeux, que c'était Madame Jerry. Un pompier casqué en ciré poussait devant lui des morceaux de métaux et de plastique, des cendres et du verre brisé, pour en faire un tas informe à l'autre bout du hall. Phil dit à Jack « Attends-moi ici 1 ou 2 minutes, d'accord, Jackie ?» et se précipita dans l'immeuble. Une jeune femme chinoise, assise sur une butée en béton, parlait à un policier. Devant elle gisait un objet tout tordu que Jack mit un moment à reconnaître comme étant une bicyclette. En respirant, Jack sentit une odeur âcre de fumée. 20 minutes plus tard, son père et l'oncle Morgan sortirent de l'immeuble. Étreignant toujours Madame Jerry, Morgan fit un signe d'adieu au Sawyer. Il conduisit la femme jusqu'à sa voiture de poche et lui ouvrit la portière. Le père de Jack fit le tour du parking avant de s'engager à nouveau dans la circulation de Sunset Boulevard. « Jerry est blessé ?» demanda Jack. « Il y a eu un terrible accident, » répondit son père. « C'est l'électricité. L'immeuble aurait pu sauter. »« Jerry est blessé ?»« Le malheureux fils de pute est tellement blessé qu'il en est mort, » répondit Phil Sawyer. Jack et Richard mirent 2 mois à reconstituer l'histoire, d'après les conversations qu'ils purent surprendre. La mère de Jack et la gouvernante de Richard leur fournirent les détails supplémentaires, la gouvernante, quant à elle, les plus sanglants. Jerry Bledsoe était venu travailler un samedi, pour essayer de réparer quelque chose qui clochait dans le système de sécurité. Il n'avait pas voulu venir un jour de semaine, pour ne pas gêner ou irriter les occupants de l'immeuble, en trifouillant le mécanisme très délicat de ce système. Celui-ci était relié au tableau de bord électrique principal de l'immeuble, installé au rez-de-chaussée, derrière 2 grands panneaux de bois amovibles. Jerry avait posé ses outils par terre, et après avoir vérifié que le parking était vide, et que personne ne sursauterait quand l'alarme se déclencherait, avait enlevé les panneaux. Puis il était descendu téléphoner de la cabine du sous-sol pour avertir le commissariat central de ne pas tenir compte des signaux d'alarme qui proviendraient de l'immeuble Sawyer & Sloat, tant qu'il n'aurait pas rappelé. Au moment où il rappelait pour s'attaquer au nid de fils enchevêtrés qui arrivaient de partout sur le tableau, une jeune femme de 23 ans qui s'appelait Loretta Chang entrait à bicyclette sur le parking. Elle distribuait des prospectus publicitaires pour un restaurant qui devait s'ouvrir au coin de la rue 15 jours plus tard. Mademoiselle Chang avait plus tard déclaré à la police qu'elle avait regardé à travers la porte vitrée et vu un ouvrier arriver dans le hall en venant du sous-sol. Juste avant que l'homme n'eût ramassé son tournevis et touché le tableau électrique, elle avait senti le sol du parking trembler sous ses pieds. Elle s'était dit que ce devait être un mini tremblement de terre. Ayant toujours vécu à Los Angeles, Loretta Chang ne s'inquiétait pas des frémissements sismiques qui ne faisaient rien tomber autour d'elle. Elle avait vu Jerry Bledsoe se remettre bien d'aplomb sur ses jambes. Il l'avait donc senti lui aussi, bien que personne d'autre ne l'eût remarqué. Hocher la tête, puis insérer délicatement la pointe de son outil dans le nœud de fil électrique. C'est alors que l'entrée et le hall du rez-de-chaussée de l'immeuble Sawyer & Sloat devinrent le théâtre d'un holocauste. Le tableau électrique se transforma aussitôt en un rectangle de flammes. Des arcs bleu-jaune, qui ressemblaient à des éclairs, jaillirent et encerclèrent l'ouvrier. Des sonneries électriques se mirent à hurler sans discontinuité. Un globe de feu de presque 2 mètres de hauteur se détacha du mur, poussa de côté Jerry Bledsoe, qui était déjà mort, et roula dans le hall en direction de la sortie. La porte d'entrée transparente éclata en 1000 morceaux de verre et de bois tordus et fumants. Loretta Chang laissa tomber sa bicyclette et se rua sur le taxiphone qui se trouvait sur le trottoir d'en face. Comme elle donnait aux pompiers l'adresse de l'immeuble, elle remarqua que sa bicyclette avait presque été pliée en 2 par une force inconnue qui avait jailli de la porte et vit le cadavre de Jerry Bledsoe osciller d'avant en arrière devant le panneau dévasté.
Des milliers de volts se déversaient dans son corps, le contractant par chocs successifs et le faisant basculer d'avant en arrière par des poussées régulières. Tout le système pileux et la plupart des vêtements du malheureux étaient carbonisés, et sa peau avait pris une couleur grise tachetée. Ses lunettes avaient fondu, et un bloc de plastique brun se solidifiait sur son nez, qu'il recouvrait comme un cataplasme. Jerry Bledsoe. Qui est responsable de ces changements, papa ? Jack fit marcher ses pieds pendant une demi-heure encore, après la dernière maisonnette à toit de chaume. Des étoiles inconnues formant des constellations inconnues brillaient dans le ciel au-dessus de sa tête. Message envoyé dans un langage qu'il ne comprenait pas.